le plaisir de se retrouver de manière conviviale. Vous l'avez bien compris ce soir, à travers ces vœux de la Fédération, je vais dire quelques propos politiques, mais avant toute chose, je voulais vous souhaiter à vous et à vos proches une très belle année 2018 et que cette année vous apporte de la réussite dans vos projets, qu'ils soient tant familiaux, personnels, professionnels, dans vos engagements citoyens. Alors, il est de tradition, lors des vœux, de revenir sur l'année écoulée. Donc, vous comprendrez, en la circonstance que j'assume un parti pris, de ne pas trop m'appesantir sur 2017, année horribiliste pour les socialistes du point de vue électoral. Cependant, pour 2017, je tiens à saluer votre mobilisation intense lors des primaires de janvier, qui n'auraient pas pu se dérouler, ces primaires, sans une mobilisation des militants et des sections sur l'ensemble des territoires, donc que vous en soyez remerciés. Votre mobilisation lors des élections présidentielles et législatives, et depuis septembre, dans le cadre des forums de la refondation. Ce fut une année très dense en termes de militantisme. Nous vous en demandons beaucoup, et nous vous devons tous beaucoup. J'en ai pleinement conscience, et l'équipe fédérale également. Je tiens également à remercier l'équipe fédérale, les secrétaires de section, les permanents, qui ont eu à cœur de faire vivre la fédération et de mettre en œuvre nos projets. Plus particulièrement, la restitution de l'enquête stratégie, l'enquête militante que nous avons lancée en 2015, stratégie de conquête et développement, l'animation des forums de la refondation et, en fin d'année, la nouvelle cartographie des sections. Dans le cadre du congrès, il nous appartiendra de faire l'évaluation de ces actions afin de préparer le plan d'action fédéral 2018-2020 en s'appuyant sur nos réalisations, sur ce qu'il reste à faire. Nous l'identifions assez bien et nous allons travailler dans les prochaines semaines sur ces aspects. 2018 sera une année cruciale pour notre formation politique, celle du sursaut et de l'affirmation des socialistes. Deux échéances majeures s'ouvrent à nous. Notre congrès de mars-avril 2018 et la poursuite de notre fondation. Ce congrès et notre fondation, mes camarades, ne sauraient se résumer à des confrontations simplistes entre soutien et frondeurs au quinquennat, entre socialistes des territoires et solfériniens, entre anciens et nouvelles générations, à des confrontations d'ambition personnelle au regard d'échéances électorales futures. Le congrès ne saurait être également celui de nouveaux arrangements en coulisses sans travail de fond sérieux sur l'avenir de la social-démocratie et notre adresse aux Français. Ne jouons pas, lors de ce congrès, les précieuses ridicules ou les jeux de l'amour et du hasard, excellente comédie au demeurant, mais qui ne répondent pas aux enjeux présents et futurs. Le congrès doit d'abord démontrer que la social-démocratie, que nous, socialistes, sommes utiles aux Français. Il y a près de 180 ans, dans un ouvrage de sa comédie humaine, Balzac disait de ses contemporains « Malheureusement, les hommes vous estiment en raison de votre utilité, sans tenir compte de votre valeur. » Ce constat correspond bien à notre époque. En 2017, les Français ont voté utile pour faire barrage à l'extrême droite et à la droite extrême, pour donner une majorité au nouveau président lors des législatives. Nous avions des candidats aux législatives de grande valeur, expérimentés, attachés au territoire, et qui ont mené de belles campagnes, auxquelles nous avons participé avec grand plaisir. Et nous avons été défaits, car à ce moment-là, voter pour un candidat socialiste n'apparaissait pas utile. Mes camarades, ce n'est pas une fatalité ou un état définitif. Nous avons vocation à redevenir utiles aux yeux des Français, j'en ai l'intime conviction. Nos réalisations passées plaident pour nous, jusque dans le quinquennat de François Hollande, donc il faudra bien que nous disions toutes les réussites sans omettre de reconnaître les erreurs. Notre action présente dans les collectivités où nous sommes en responsabilité est exemplaire en matière d'innovation et de qualité de l'action publique. C'est un atout en termes de crédibilité. Alors sachons valoriser le socialisme local, brétilien, breton, et ce au quotidien pour gagner la bataille de l'opinion. Mais nous devons aussi réinventer
des réponses aux attentes des Français et aux défis planétaires qui se présentent à l'humanité. Pas seul, pas uniquement dans notre espace partisan, mais en lien très étroit avec les initiatives et les combats des acteurs sociaux pour lesquels nous pouvons représenter un débouché politique. Pas n'importe comment, dans une époque où se mêlent crise démocratique, abaissement du débat politique et montée des populismes, ce qui implique un effort particulier pour remettre de la profondeur dans le débat public, au-delà de certaines postures qu'il est très aisé de reproduire. C'est cette utilité de nature à justifier que les socialistes continuent à exister qui devra apparaître clairement aux Français lors de notre congrès et à l'issue du processus de refondation. Il s'agit d'être démonstratif et non simplement déclaratif, expression que j'emprunte volontiers à ma pratique professionnelle de jury d'examen. Démontrer que nous sommes porteurs d'un projet de société et que nous n'avons pas épuisé notre rôle historique, quelle que soit la qualité du patrimoine idéologique que nous laisserions derrière nous. Démontrer, enfin, que nous reprenons la maîtrise de notre destin sans avoir à attendre qu'un espace se libère pour une alternative politique entre le populisme furieux de Jean-Luc Mélenchon et la tentative libérale jacobine d'Emmanuel Macron. Au-delà de l'utilité des socialistes, nous aurons aussi à réussir l'adaptation de notre organisation aux nouvelles pratiques politiques et à assurer une gouvernance efficace du parti. J'ai exercé le mandat de premier fédéral pendant près de 3 ans, acteur et témoin en première loge de notre fonctionnement national et fédéral. Nous nous épuisons sur des détails et manquons singulièrement d'imagination pour bousculer nos routines, ce qui fait fuir les nouveaux adhérents, et les plus anciens d'ailleurs, et obère notre capacité à déployer nos idées en direction de nos concitoyens. Nous sommes en droit d'attendre beaucoup des différents projets qui nous seront présentés lors du congrès, mais je l'affirme ici, n'attendons pas tout du national. Nous devons oser à l'échelle fédérale, bousculer nos habitudes, tester, parfois nous tromper, réajuster quand il faudra. C'est aussi cela un parti plus décentralisé et plus adapté aux réalités locales, des fédérations qui innovent pour des territoires qui innovent. Cependant, et je souhaite être très clair sur ce point, tout ceci ne sera réalisable qu'à 2 conditions cumulatives. Que nos instances fédérales soient pleinement investies par les militants désignés à l'issue du congrès, non pas pour en être, mais pour agir dans l'intérêt collectif. Et deuxième condition, que nous renforcions le lien de la fédération avec les exécutifs locaux afin de donner corps à une véritable stratégie politique concertée. Mes chers camarades, la période qui s'ouvre est incertaine, certainement décisive. Alors, plus que jamais, elle exige de nous humilité, courage, force de conviction et intelligence collective. En avant pour 2018. Je tiens à vous informer que Sylvie, Robert et Jean-Louis Touraine vont nous rejoindre. Ils sont pris par des vœux en début de soirée et ils nous diront un petit mot tout à l'heure quand ils arriveront. Mes excuses parce que je suis en retard, j'étais à la Beaucelle. Je ne sais pas si vous connaissez la Beaucelle, c'est un joli petit village. Non mais forcément, imaginez, je sillonne un peu le département pour ce marathon des vœux qui est un peu traditionnel en ce mois de janvier. Et donc voilà, il y avait en plus le député, le conseiller départemental, le président de la communauté de communes, enfin, donc des discours. Donc vous avez commencé à boire, vous avez commencé à manger. Donc vraiment, Christophe m'avait dit, écoute, si tu veux dire un petit mot quand tu arrives. Alors d'abord, je vais vous le dire avec beaucoup de sincérité et avec aussi très personnellement et avec beaucoup de conviction, je nous souhaite une bonne et heureuse année 2018. Je ne vais pas revenir sur 2017, je voulais vous dire simplement 2 mots. Et vraiment, je serai brève parce que c'est vrai que quand je commence, après on va me dire, ça y est, tu vois, elle a fait un discours. Non, je voulais simplement vous dire que alors Jean-Louis il est au Tronchet, alors je pense qu'il va nous rejoindre également, alors peut-être voilà, vous dira-t-il un mot aussi. Je voulais simplement vous dire qu'il y a eu, vous le savez,
des élections sénatoriales en 2014 qui ont conforté la majorité sénatoriale de droite, mais qui a aussi fait quand même, et ça a été important pour nous et ça l'est toujours, nous avons résisté au groupe socialiste du Sénat, puisque nous sommes 78, alors nous perdons notre président de groupe, puisqu'il a décidé d'arrêter la vie politique, et donc comme c'est un sénateur Rennes qui monte, nous allons perdre un parlementaire dans le groupe, mais je voulais vous dire que pour nous c'est très important d'être le deuxième groupe parlementaire du Sénat, et ça a plusieurs conséquences, vous l'imaginez, à la fois en termes voilà, de prise de position, mais également de temps de parole, c'est extrêmement important. Je voulais commencer par vous dire ça parce que c'est à ces endroits-là aussi qu'on porte la parole de gauche et la parole des socialistes, et je pense avec Jean-Louis que depuis qu'on a recommencé la session en octobre, nous avons pris notre part et nous avons fait en sorte que sur un certain nombre de dispositions, sur un certain nombre de mesures, je ne pense pas seulement à celle du logement, je vois Marcel qui est là, avec qui on a pu aussi discuter, parce que c'est aussi l'expérience et l'expertise d'un certain nombre de parlementaires qui nourrissent notre réflexion. Eh bien, nous avons fait des propositions, malheureusement, et d'ailleurs sur le logement, nous l'avons fait, tout groupe politique du Sénat confondu, et ça, nous l'avons porté à l'Assemblée nationale, qui malheureusement ne l'a pas entendu. Les conférences de consensus existent aujourd'hui, mais ce que je voulais vous dire très simplement et très brièvement, c'est que, voilà, nous agissons, nous portons la parole des socialistes au Sénat, nous faisons en sorte que, et nous l'avons fait sur le projet de loi finance, nous soyons en opposition avec un certain nombre de mesures gouvernementales, et je peux vous dire, et là je viens de la Beausène, une petite commune, forcément, avec un maire très engagé, comme tous les maires de ce département et beaucoup de maires, et quand je leur dis une seule chose, que le Sénat est la chambre des collectivités territoriales, qu'elle a donc pour objet, et si vous étiez au Forum d'Ouest France aujourd'hui, le président Larcher l'a redit, nous sommes un contre-pouvoir, non pas un contre-pouvoir au sens libéral du terme, mais bien un contre-pouvoir au sens de cette capacité que nous devons avoir de faire des propositions tout en étant, pas pour lui, mais il est de droite, je suis de gauche, d'être dans l'opposition au gouvernement. À partir de là, quand je dis aux maires que le début d'année scolaire a été difficile pour eux, parce qu'il y a une chose qui s'est rompue, j'espère que ça ne va pas continuer, mais en même temps, nous y jouerons notre rôle parce qu'il va y avoir un certain nombre de projets de loi qui vont impacter les collectivités. Il y a une chose qui s'est rompue, c'est la confiance. Et cette notion de confiance, elle est absolument essentielle et primordiale. Pas seulement sur la question des moyens et des ressources et des dotations aux collectivités locales, mais lorsqu'on fait des annonces brutales, rapides, sans se donner le temps ni de la concertation, ni de l'information, ni même de savoir comment, à un moment, il va y avoir nécessité d'accompagner ces annonces qui, pour un certain nombre d'élus, forcément, vont avoir des conséquences, et non des moindres, sur leurs ressources et sur leur capacité de rendre des services à la population. C'est une vraie, je dirais, c'est une réalité que je vis dans ce département. Je parle beaucoup de cette notion de confiance et je peux vous dire que les maires, de tous bords confondus, eh bien, non seulement apprécient, mais ont besoin aussi de parlementaires engagés sur ces questions-là. Alors voilà, très simplement, vous dire que nous jouons notre rôle, que j'espère qu'une chose, vous savez, pour cette année 2018, je ne sais pas, je ne connais pas le discours de Christophe, je ne sais pas ce qu'il a pu vous dire, je crois qu'il y a une chose, ou peut-être deux, et je terminerai là, c'est ce désir, finalement, de retrouver la gauche, de redonner le désir de gauche, et je voudrais vous dire une simple chose, je ne pense pas que nous avons perdu la bataille des idées dans les années que nous venons de vivre, parce que nous ne l'avons pas suffisamment menée. Et aujourd'hui, il reste une chose à faire, au-delà de la reconstruction, de la renaissance, de cette idée de pouvoir à un moment dire que, parce que ne doutez jamais que nos principes et nos valeurs sont toujours d'actualité, et bien que ce corpus-là, parce que nous n'avons pas suffisamment mené cette bataille d'idées, eh bien nous devons la mener maintenant. Et la mener maintenant, ça veut dire se baser sur les expériences territoriales, et j'ai vu la maire de Rennes qui sortait, je vois des maires, et c'est à ces endroits-là que l'on peut montrer, démontrer combien des valeurs de solidarité et de fraternité
peuvent être tout à fait à l'œuvre dans les collectivités territoriales. Et puis une chose, mes chers camarades, nous devons être présents physiquement. Parce que moi qui vis un peu en ce moment mon rôle de parlementaire socialiste, un peu seul, et encore aujourd'hui j'étais un peu seule, je peux vous dire que voilà, il faut être là, il faut se montrer, il faut continuer, et puis je pense qu'il y a un grand travail qui est devant nous, et je ne doute pas que dans cette fédération, nous soyons tous à l'œuvre pour y participer. Voilà, allez, continuez à boire et à manger. Merci à vous. Oui, 5 minutes. Vous savez qu'au Parti Socialiste, il y a au moins une constante, c'est que la censure est toujours de mise, et Jean-Pierre vient de le dire, t'as 5 minutes et pas plus. Et ça m'arrange bien parce que vous connaissez cet adage qui dit « En société, mieux vaut se taire et passer pour un imbécile plutôt que de l'ouvrir et de laisser aucun doute à ce sujet. » Alors en parlant longtemps, on prend forcément des risques. Aussi, je vais éviter ce genre de témérité. Tout d'abord, je veux vous présenter mes meilleurs vœux. J'ai coutume de dire que je souhaite que pour 2018, vous ayez du bonheur plein les poches. Et que vous le répandiez le plus largement possible. Parce que c'est toujours par le bonheur que l'on donne qu'on est le plus heureux. Et je me disais en venant, où en sommes-nous? Si jamais on me demande de parler, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Où est-ce que le Parti Socialiste en est quand je vois fuir d'un côté et de l'autre vers les libéraux ou vers des rigidités particulières un certain nombre de nos camarades qui nous ont accompagnés pendant des années? Et je me dis que pourtant, la majorité des Français aspirent à ce que nous défendons et à ce que nous portons. À savoir la justice sociale, la solidarité, la laïcité. Ce sont des valeurs éternelles qui sont souvent détournées. Et j'entends bien le discours ambiant, et celui notamment de M. Macron. C'est un peu la bibliothèque rose qu'on a connue pendant l'année 2017. À savoir les mots du bonheur, Alice au pays des merveilles. Vous allez gagner en pouvoir d'achat. Vous allez être plus heureux demain. Et puis sa représentation, sa jeunesse, à l'extérieur, font de lui un personnage qui, dans un premier temps, attire la sympathie. Mais 2018 va connaître l'épreuve de vérité. Et je voudrais simplement vous en donner quelques exemples. En termes de pouvoir d'achat, par exemple. Alors certes, les riches, les très riches, vont gagner en pouvoir d'achat, si tant est qu'ils avaient besoin d'en gagner et qu'ils aient besoin d'acheter je ne sais quoi. 4 milliards 500 millions vont leur être distribués sur l'année 2018. Par contre, les plus pauvres, eux, vont perdre. Ces 4 milliards 500 millions, c'est curieux d'ailleurs cette coïncidence, cette même somme que l'INSEE considère comme augmentation de l'impôt sur les ménages. La loi travail. La loi travail, c'est intitulé le dialogue social pour renforcer le dialogue social. Et l'ambition affichée, c'était la compétitivité des entreprises et la sécurité des salariés. Seulement, il n'y a que le premier volet. C'est toute une vague de dispositions qui viennent faciliter les licenciements. D'ailleurs, les entreprises ne s'y sont pas trompées. PIMKI et PSA, immédiatement, ont sauté sur l'occasion pour engager des ruptures conventionnelles collectives. C'est l'accord d'entreprise qui permettra de supprimer les primes, de supprimer la bonification sur les heures supplémentaires. C'est l'accord même de compétitivité qui est justifié simplement par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise qui permettra éventuellement pendant un certain temps de diminuer les salaires et de se séparer d'un certain nombre de collaborateurs. Et le dialogue social, c'est aussi
la possibilité de négocier les accords d'entreprise sans la présence syndicale, ce que la loi El Khomri, dont on a beaucoup parlé, beaucoup glosé, ne prévoyait pas. Elle prévoyait qu'il y ait au moins un mandatement, que les syndicats soient présents dans une relation entre le patron et les employés, dans lesquelles les employés sont tout de même dans une situation de subordination qui les amènera inévitablement à accepter l'inacceptable. Dialogue social avec la suppression des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, qui avaient la personnalité morale et la capacité à les lester en justice, et dont la seule vocation, mais la vocation essentielle, c'était d'examiner si certains avaient des conditions qui étaient incompatibles avec leur santé, si les conditions de travail étaient acceptables, s'ils n'allaient pas provoquer d'usure prématurée. Les CHSCT vont disparaître. Et la pénibilité. Les lois précédentes avaient déterminé 10 thèmes sur lesquels on devait bénéficier de mesures de prévention et surtout on pouvait partir plus tôt à la retraite. C'est 900 000 de nos concitoyens qui, sous le quinquennat précédent, sont partis à la retraite de façon anticipée. Compte tenu des modifications, c'est seulement 10 000 en 2018. Regardez, de 900 000 à 10 000, tout simplement parce qu'on a supprimé dans les 10 thèmes, 4 thèmes les plus attentatoires à la santé et à l'intégrité physique. On a supprimé notamment la manipulation des objets lourds, mais surtout, on a supprimé tout ce qui était exposition à des produits dangereux. Pensez à l'amiante, pensez aux produits chimiques, dont les conséquences ne se feront pas sentir au cours de la carrière professionnelle, mais 10 ans, 15 ans, 20 ans après, et ceux-là qui normalement auraient dû bénéficier d'une retraite anticipée ne pourront même pas l'avoir. C'est une grande injustice. Et quand je dis cela, vous voyez bien que les désillusions vont venir. Et que les Français auront besoin, ceux qui nous ont quittés, mais ceux aussi qui portaient les mêmes valeurs que nous, ces Français-là auront besoin de trouver un parti socialiste solide. Un parti socialiste qui va être confronté dans les semaines qui viennent à un débat. Mais il faut que ce soit un débat. Nous avons l'habitude de ces débats. Le Parti socialiste a toujours été animé par des courants, par des pensées contradictoires. Mais nous avons aussi toujours, jusqu'à une certaine période, respecté la démocratie qui veut que la majorité indique la direction à suivre. Évitons, nous sommes aujourd'hui nettement moins nombreux que nous l'avons été. Nous avons été des enfants gâtés pendant un certain temps. Nous avons géré une bonne partie des communes. Nous avons été majoritaires au Sénat. Nous avons été majoritaires à l'Assemblée nationale. Nous avons dirigé la plupart des collectivités locales. Peut-être avons-nous été trop gâtés, peut-être nous sommes laissés aller à quelques facilités. Mais aujourd'hui, alors que les Français auront besoin de nous, il faut que nous soyons capables de nous rassembler au-delà des différences bien légitimes. Il faudra que nous exposions les uns et les autres nos idées, mais que nous restions d'abord et avant tout socialistes, préoccupés d'apporter à ce pays des capacités à répondre aux enjeux et aux défis de demain. Moi, je n'ai pas honte du quinquennat passé. Il s'est fait de grandes choses. D'abord, nous sommes sortis de la crise dans laquelle nous étions avec Sarkozy. Et il y a eu de grandes avancées sociales. Peut-être que la manière n'y était pas. Peut-être que nous n'avons pas su expliquer. Peut-être que notre président, peut-être que nos ministres n'ont pas été suffisamment dans l'explication, dans la pédagogie. Ils ont travaillé, mais n'ont pas su le faire savoir. À nous de prendre le relais, à nous de reconstruire. On dit que ça demandera du temps, peut-être, pas sûr. Il est possible que demain, à la sortie de notre congrès, nous retrouvions une véritable légitimité. Nous serons capables de proposer un véritable projet, un projet qui en même temps soit concret, dise à chacun des Français, voilà ce que nous voulons avec vous, mais en même temps les fasse rêver et leur dise, voilà l'étoile que nous visons.
Voilà l'idéal de société qui est le nôtre. Et voilà le chemin que nous allons suivre pour y accéder. Ça sera peut-être, ça demandera peut-être un peu de temps, ça demandera peut-être un peu de patience. Mais si nous sommes capables de nous mobiliser autour de ce projet, alors nous serons capables aussi d'offrir à nos concitoyens le meilleur, ou tout au moins une amélioration de la situation. Alors, pas de raison d'être pessimiste. Puis une année nouvelle qui s'ouvre, c'est forcément un espoir qui se lève. D'abord des vœux, c'est un moment assez particulier, un moment de grâce, si j'ose utiliser cette formule un peu liturgique. D'abord, c'est le moment où on souhaite à tout le monde une bonne santé, du bonheur et de la réussite, même à ses adversaires d'hier. On oublie. On oublie les conflits, on oublie les divergences, on se réconcilie, et surtout entre nous. Puis c'est le moment où on prend des grandes résolutions, qu'on ne tiendra pas. Elles sont d'autant plus belles d'ailleurs, par leur caractère éphémère, que c'était sincère au moment où on les a prononcées, mais on les oublie vite. C'est du genre, je vais arrêter de fumer dans l'année. Sûrement. Ou chérie, en 2018, je participerai davantage aux tâches domestiques. Je ferai la vaisselle. Je repasserai le linge. C'est beau. C'est pas sûr qu'on les tienne. Mais c'est un moment merveilleux parce qu'on voudrait que ce jour-là, ce mois des vœux dure toute l'année, qu'on se sente un peu meilleur. Chers camarades, je terminerai par une citation qui vient d'un général, certains pensent, général MacArthur, qui disait ceci: on ne devient pas vieux parce que les années ont passé. On devient vieux quand on a déserté son idéal. La vieillesse rit de la peau, mais déserter son idéal rit de l'âme. Camarades, nous ne serons jamais vieux. Merci.